Bonjour Lucille Pétavin, Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté de participer à cet événement. Vous êtes aujourd'hui historienne, fraîchement docteur, je crois. Oui, depuis pas longtemps. Depuis pas longtemps, et tout de suite après votre thèse, vous avez pris le temps d'écrire un livre sur le coût de la virilité. On va en parler tout à l'heure, et je crois que l'idée de ce livre vous est venue avec le bruit d'une sirène. Je voudrais bien que vous nous racontiez ça. Alors oui, avec le bruit d'une sirène, mais tout d'abord avec le fait que j'ai découvert donc le pourcentage de la population carcérale masculine. Donc pour l'instant, je ne dis rien. Et c'est un chiffre qui m'a choquée, qui m'a interpellée. Et je me suis demandé, mais comment est-il possible que je ne le connaisse pas? Comment est-il possible que ça ne se sache pas? Et effectivement, j'ai un petit peu creusé le sujet et je me suis aperçue que les hommes, finalement, sont responsables de l'immense majorité des faits de délinquance et de criminalité dans notre société. Et forte de ce constat, un jour, j'étais dans la rue et effectivement, j'ai vu une voiture de police passer, toute sirène hurlante. Et je me suis dit, mais s'ils interviennent sur un délit, sachant les chiffres que j'avais en tête, il est très probablement commis par un homme. Et donc, effectivement, il y a ces services de police, mais s'il y a des victimes, il va y avoir peut-être des services de santé. Et si ces victimes ont des séquelles à vie, ça aura un coût tout au long de leur existence. Également, si cette personne fait l'objet d'une enquête, il y aura aussi des services de justice et puis peut-être de prison. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais tout ça doit avoir effectivement un coût faramineux pour l'État et pour la société, un coût qui n'a jamais été calculé. Et après vérification, effectivement, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant que je me lance dans l'aventure. Alors vous allez nous en donner les résultats, puisque vous avez découvert que si tous les hommes ne sont pas des délinquants ou des criminels, l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes. Alors on va en faire la démonstration avec le résultat de ce quiz. On va répondre à la première question posée. Je vous laisse le soin de faire, dès qu'on nous aura en régie envoyé le résultat officiel. Alors le choix du public, c'est que alors en bleu, 86% de la population carcérale est masculine. Alors là, ce sont les auteurs d'homicides. Ah pardon, on ne les a pas dans le bon ordre. Donc les auteurs d'homicides. C'est pas grave. Et alors, du coup, c'est tout à fait ça. Les spectateurs ont bien voté, puisque donc, les hommes représentent 86% des auteurs d'homicides volontaires. Alors on va voir, voilà, et on va voir les autres résultats. Si ça peut être dans le bon ordre, c'est plus pratique pour nous, mais sinon, vous nous dites et on se débrouille. Hein. Alors, le prochain résultat, c'est... Et pas de panique en régie, on se débrouillera très bien. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais faire attention de bien regarder. Les auteurs d'infractions sur la route. Et donc, vous êtes 91%, non, 69% à voir. C'est pas très clair, hein. Du coup, je préfère autant qu'on annonce les résultats, puisque là, je n'arrive pas à interpréter. 1% à voter pour 45%, 29% à voter pour 77%, et 69% à voter pour 91%. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse? Alors, le pourcentage donc, d'hommes parmi les auteurs d'accidents mortels sur la route liés à l'alcool est de 91%. Donc, on va considérer que c'est une bonne réponse et on va aller chercher la troisième. Ils sont forts. Et la troisième, c'est un peu plus partagé, mais on est à 49%, considérer que c'est 78% le pourcentage de population masculine dans les prisons françaises. Alors là, on est un peu dans les choux. Hein, alors, on est bien en dessous, puisque la réponse est 96%. Alors, ceci dit, on commente ces chiffres avec une pointe de sourire, parce que c'est un jeu, mais en fait, les résultats sont assez atterrants quand on les compile. Et je vous propose d'ailleurs que vous commenciez votre intervention peut-être par commenter cette grille de statistiques sur un certain nombre de sujets concernant les comportements déviants ou à risque des hommes.
Oui, puisque effectivement, les hommes représentent 83% des mises en cause par la justice, 90% des personnes condamnées par la justice, et donc on l'a vu, 96% de la population carcérale qui est masculine. Et on le voit avec ce tableau, les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves. Voilà, on voit 99% des auteurs de viol, 84% des auteurs de coups et violences volontaires, 97% pour les violences sexuelles, etc., etc. Et donc là, on comprend bien le point de départ de votre ouvrage. Moi, il y a un chiffre qui m'a beaucoup surpris, c'est le pourcentage des garçons dans les collèges qui sont exclus pour des faits de violence ou d'atteinte aux biens et aux personnes, puisque dès le collège, on constate que 92% des exclusions concernent des garçons. Donc on voit bien que le problème, il part très tôt et il remonte probablement à très loin. Alors le coût de la virilité, c'est quoi pour vous ? Alors, on va peut-être passer à la première image. Donc, le coût de la virilité, ce que j'ai appelé le coût de la virilité, ce sont les sommes qui sont supportées par l'État et la société pour faire face aux comportements asociaux donc des hommes, puisqu'on a vu donc leur implication dans les faits de délinquance et de criminalité. Alors ce coût, il est de deux ordres. Tout d'abord, un coût pour l'État en termes de frais de justice, de services de santé, de forces de l'ordre. Et puis, c'est un coût qui est un coût indirect qui, lui, est supporté par la société. Il est lié aux souffrances physiques et psychologiques des victimes, mais qu'on peut estimer financièrement, aux pertes de productivité des victimes et des auteurs eux-mêmes, et donc aux destructions de biens. Alors, si vous voulez, je peux détailler un petit peu plus ma méthode de calcul. Donc, tout d'abord, pour connaître l'implication des hommes et des femmes dans leurs responsabilités face à cette délinquance et cette criminalité, j'ai pris les taux de mis en cause. Alors, les mis en cause, ce sont les personnes qui font l'objet excusez-moi, je perds mes mots, qui font l'objet d'une poursuite judiciaire, qui attestent qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. Alors donc, ça peut être un crime, ça peut être un délit ou une infraction de 5e classe. Et dans un deuxième temps, donc, j'ai regardé les budgets qui sont dépensés par l'État. Donc, en justice, ça va être à peu près 9 milliards d'euros par an. En force de l'ordre, 13 milliards d'euros par an. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la différence qu'il y a entre les sommes dépensées pour faire face aux comportements asociaux des hommes et celles dépensées pour faire face aux comportements asociaux des femmes. J'ai donc obtenu un surcoût. Le coût de la virilité est un surcoût qui correspond à ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Voilà, je pense qu'on peut peut-être passer à l'image suivante. Sur les conséquences, je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. Conséquences économiques et humaines de la virilité. Tout à fait. Alors, en additionnant donc tous ces coûts que je viens d'évoquer, j'arrive à une estimation de près de 100 milliards d'euros par an. Alors, c'est tout à fait colossal et pourtant, c'est une estimation qui est sous-estimée. Alors, elle est sous-estimée pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il y a un grand nombre d'infractions dont les données ventilées par sexe ne sont pas accessibles. Je pense par exemple aux atteintes à l'environnement ou à la fraude fiscale. Également, il y a un grand nombre d'infractions qui ne font pas l'objet d'une poursuite pénale. Par exemple, l'immense majorité des violences faites aux femmes, des dégradations ou bien des agressions verbales. Donc 100 milliards d'euros, on est d'accord, c'est faramineux, c'est équivalent à peu près au déficit annuel du budget général de la France. Donc c'est un coût qui est conséquent. Et d'ailleurs, pour donner quelques ordres de grandeur, par exemple, l'éradication de la grande pauvreté est estimée à 7 milliards d'euros. La dette des hôpitaux, c'est 30 milliards d'euros. Le budget de la recherche, 50 milliards d'euros par an. Donc, ça donne un petit peu le vertige. Et on se rend compte que si on économisait ce coût de la virilité, on vivrait finalement dans une société beaucoup plus riche. Et le deuxième avantage, c'est qu'il y aurait un impact
significatif également sur le quotidien des citoyens et des citoyennes, puisque si les hommes se comportaient comme les femmes, les niveaux de délinquance et de criminalité baisseraient drastiquement. Ce qui veut dire qu'on n'aurait par exemple plus peur de marcher seul dans la rue, on n'aurait plus peur de se faire agresser dans les transports, on n'aurait plus peur de laisser nos enfants jouer dehors, etc., etc. Donc on vivrait finalement dans une société beaucoup plus riche, où on serait tous beaucoup plus libres parce que beaucoup plus en sécurité finalement. Voilà, et je pense aussi qu'il est important que tout le monde comprenne, hommes et femmes, qu'on est tous victimes de la virilité. Alors les femmes, on l'a dit un petit peu, par les violences systémiques que nous subissons. On peut rappeler 2-3 chiffres. Une femme qui meurt encore tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Également, l'immense majorité des femmes qui ont été agressées dans les transports en commun, etc., etc. Mais les hommes aussi sont victimes de cette virilité. Alors tout d'abord, les hommes qui ne répondent pas aux injonctions de la virilité, les hommes qui sont considérés comme faibles, efféminés, ou les homosexuels par exemple, et également les hommes qui répondent aux injonctions de la virilité, et c'est là où c'est cocasse, puisque donc, ces hommes vont par exemple se mettre davantage en danger, beaucoup plus que les femmes, si bien que les hommes ont 3 fois plus de risques que les femmes de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, et d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque. Donc finalement, nous avons tous à gagner de ne plus payer ce coût de la virilité. Oui, parce que les chiffres que vous citez, ils sont valables aussi pour les suicides, qui sont bien plus nombreux chez les hommes que chez les femmes, sur les morts de overdose, les conséquences du tabagisme, de l'alcoolisme, etc. Et justement, ça m'amène à une question, parce que vous parlez du coût de la virilité, et on n'avait pas prévu de poser cette question-là, donc j'espère qu'elle ne vous embarrassera pas. La différence entre la masculinité et le coût de la virilité, parce qu'après tout, les chiffres que vous citez là concernent les faits que vous décrivez, mais si on englobe le masculin en général, on peut ajouter aussi d'autres coûts. Je pense par exemple au coût des salles de sport ou des stades de sport dont on dit, vous savez, c'est le fameux budget sensible au genre, et qui sont fléchés majoritairement sur les garçons plutôt que sur les filles, ou sur les hommes plutôt que sur les femmes. Donc, est-ce qu'il y a une différence pour vous entre virilité et masculinité ? Tout à fait, ce n'est pas la même chose. On se rend compte et on sait depuis... Mon siège en est pantois, mais je vous en prie, ça vous perturbe. On sait depuis les années 30, avec les travaux de l'anthropologue Margaret Mead, qu'il y a des virilités qui ne sont pas les mêmes tout autour du monde. Par exemple, elle a observé qu'il y a des sociétés dites primitives en Malaisie dans lesquelles les hommes ont des caractères beaucoup plus doux, sont beaucoup plus pacifiques, alors que les femmes vont avoir des caractères beaucoup plus forts. Donc on voit que les masculinités ne sont pas les mêmes. Par contre, la virilité qui construit cette masculinité, elle, est un concept qui est fixe et qui repose notamment sur la force. La force est l'arc-boutant de la virilité et elle n'a pas de pendant pour le féminin, pour les femmes. Et finalement, cette force, elle s'exprime par des démonstrations de force qui conduisent à des comportements asociaux et violents, comme on vient de le voir. Cette précision était très importante. Je vous propose de continuer, peut-être d'enchaîner avec les raisons qui font que les hommes ont ces comportements virilistes. Tout à fait. Alors, on peut peut-être passer à l'image suivante. Alors, comment expliquer ce phénomène ? Alors, est-ce que les causes, c'est la question que je me suis posée, est-ce que les causes sont physiologiques et donc sont finalement relèvent de la nature des hommes et auquel cas on ne pourrait rien y faire ? Ou alors, est-ce qu'elles relèvent de l'éducation et donc il serait envisageable un jour de ne plus transmettre donc les valeurs qui mènent à ces comportements ? Alors le fait qu'il existe des femmes qui soient violentes, qui s'adonnent à la violence ou au comportement à risque, et cela quel que soit finalement le type de comportement à risque ou de violence, qui peuvent être tout à fait similaires à ceux des hommes, prouve que finalement ces comportements ne sont pas le propre d'un sexe.
Et quand on creuse un peu ce que j'ai fait, je me suis tout de suite aperçue qu'effectivement, concernant les hommes, cela ne relève pas de leur nature. Il y a des hommes qui sont tout à fait pacifiques et qui le resteront toute leur vie. Et la science, elle, a largement démontré que cela relevait d'une construction sociale. Tout d'abord parce que la domination masculine n'a pas toujours été dans l'histoire. Aujourd'hui, les études de paléohistoire montrent que c'est au néolithique que la hiérarchie entre les femmes et les hommes s'est installée. Ce qu'on appelle le temps des cavernes, donc le paléolithique plutôt, était une période beaucoup plus égalitaire. Et c'est au néolithique que ces inégalités se sont creusées. L'archéologie le démontre, puisqu'on fait la démonstration qu'il y a pas mal de tombes de chasseurs qu'on pensait être des tombes d'hommes qui sont en fait autant de tombes de femmes. On chassait au paléolithique. Tout à fait. Voilà, les femmes avaient des attributs de pouvoir et elles chassaient tout autant que les hommes. Voilà. Et puis, la science montre aussi qu'il n'y a rien de physiologique chez les hommes, c'est-à-dire rien de biologique qui les pousse à se comporter ainsi. Alors, ce n'est pas donc le cerveau, comme on peut le penser parfois, puisque à la naissance, seulement 10% de nos connexions cérébrales sont faites et que le 90% suivantes sont modelées par nos expériences, par nos apprentissages. Et donc, finalement, c'est bien plus nos expériences de vie qui déterminent nos aptitudes que l'inverse. Ce n'est pas non plus la testostérone, puisque les dernières études à ce sujet montrent que des taux de testostérone élevés chez un même individu peuvent être associés aussi bien à des comportements altruistes qu'agressifs. Voilà. Et aussi, il y a d'autres études qui montrent que, par exemple, c'est beaucoup plus en adoptant des comportements agressifs que ce taux de testostérone augmente. Donc, finalement, voilà, il n'y a rien de physiologique qui pousserait les hommes à se comporter ainsi. Et d'ailleurs, dans la société, ils sont reconnus comme responsables de leurs actes, par exemple, quand on les juge devant la justice. Donc, on fait un constat chiffré. On évalue l'impact de ces chiffres sur l'économie ou sur la société en général. On essaye d'en comprendre les raisons. Et du coup, une fois qu'on a fait tout ça, à quoi on arrive ? Quelle société on peut dessiner ? Et comment on arrive à modifier ces comportements qui sont enracinés depuis des millénaires dans la société. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de voir que tout ça est une construction culturelle et que finalement, si les hommes se comportent de cette façon, c'est beaucoup plus à cause de leur éducation qui repose sur des valeurs viriles et on l'a vu qui les pousse à se comporter ainsi. Et les études montrent que très clairement, dès les premiers jours de la vie des bébés et garçons, les parents, l'entourage, valorisent chez eux beaucoup plus la force, la puissance. Ils les préviennent moins des dangers. Également, on voit que dans les jeux, donc les démonstrations de force violente vont vite s'installer avec des jeux de bataille, de bagarre, avec des armes factices. Également dans la culture, que ce soit la littérature, les films, dans lesquels l'immense majorité des héros sont des garçons, sont des hommes qui s'adonnent à une violence qui est légitime. Et là aussi, les études montrent que très rapidement, les garçons donc s'identifient à ces personnages et développent une appétence pour ces comportements-là. Et il y a aussi le moment de l'adolescence qui est un moment très important justement dans la construction de cette identité virile, dans laquelle donc les hommes vont montrer aux yeux de leur père qu'ils sont forts. Et là, vont par exemple par tout un vocabulaire assez injurieux rejeter donc les garçons qui ne répondent pas aux injonctions de la virilité, également se donner des coups pour montrer qu'ils sont forts. Et puis, il y a toute la question des prises de risques avec les sports extrêmes, etc. Et dans un même temps, et ça c'est très important, les garçons intègrent très rapidement que tout ce qui est dit féminin, tout ce qui se rapporte au féminin est finalement méprisable. On est en 2021, c'est un exemple que je prends souvent. Ça peut paraître anecdotique et pourtant c'est révélateur de tout ça. C'est qu'il est encore quasiment impossible de mettre un t-shirt rose à un petit garçon. Alors effectivement, ce n'est qu'une couleur et ce n'est qu'un vêtement, mais c'est significatif des résistances qu'il y a autour de cette question de la virilité
et d'autre part de la dévalorisation du féminin. Et ce mécanisme, il conduit à avoir finalement des comportements sexistes in fine et ne permet pas la déconstruction de la virilité. Et ça, je crois que c'est un point qui est très important. Alors ça, je vous en prie, je vous interromps, mais vous poursuivez si vous voulez. Oui, alors vous me posiez la question, comment on sort de tout ça ? Eh bien moi, je fais le constat que lorsque l'on regarde la population, il y a la moitié de la population, à savoir les femmes, qui ont des comportements beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus altruistes, beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit, parce qu'elles sont peu ou beaucoup moins éduquées à travers ces valeurs viriles. Et donc finalement, si on éduquait les garçons comme les filles, c'est-à-dire par exemple, si on leur permettait de jouer avec des poupons pour qu'ils apprennent à s'occuper d'autrui, si on développait chez eux beaucoup plus les sentiments pour qu'ils soient davantage empathiques, si on les contraignait suffisamment pour qu'ils respectent les règles, tout ce qu'on fait avec l'éducation des filles, eh bien, voilà, à la fin, ils se comporteraient comme des femmes et on économiserait ce coût de la virilité qui est un coût financier et humain et qui est absolument colossal avec toutes les conséquences qu'on a vues. Alors c'est intéressant votre thèse parce que dans le même mouvement, il y a des incitations aussi à élever les filles comme des garçons, à leur permettre de jouer avec un ballon, de grimper aux arbres, d'avoir une approche du risque plus importante peut-être, justement pour s'aguerrir. Du coup, ça équilibre à quel endroit les deux plateaux ? Alors justement, le fait qu'on pousse effectivement les filles à avoir des comportements virils parce que les comportements virils sont valorisés dans notre société, je pense au regard en tout cas de mon étude que ce n'est pas une chose bénéfique pour la société et qu'on devrait bien plus faire l'inverse. Et j'espère justement qu'avec ce calcul du coût de la virilité, il y aura une prise de conscience collective sur le fait qu'il faut beaucoup plus valoriser tout ce qui est dit féminin auprès des petits garçons, plutôt que de faire l'inverse qu'on a effectivement tendance à faire aujourd'hui. Alors, je vous suis, je comprends tout à fait votre thèse. Maintenant, quand je regarde ce qui se passe actuellement dans la société ou dans le monde en général, on voit pointer plutôt une augmentation de la violence. C'est de plus en plus tendu, quelle qu'en soit l'échelle. Les manifestations ne sont plus jamais place pacifique. Je ne vous parle même pas des guerres, où on est à un niveau très élevé de tension actuellement. Donc, qu'est-ce qui va permettre qu'on arrive à ces solutions que vous présentez, qui paraissent, pour le coup, des solutions de bon sens, quand on les compare avec ce coût économique ? Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir à l'échelle internationale, comme vous le dites, puisqu'on se rend compte que cette question de la virilité, elle se pose de la même façon tout autour du monde. La population carcérale féminine la plus élevée au monde est celle de Hong Kong et est seulement de 20%. Donc, on se rend bien compte que les conséquences économiques et humaines sont les mêmes dans tous les pays. Et je pense que ce serait effectivement une bonne chose d'ouvrir le champ à d'autres sujets, à l'international, et les étudier à l'aune donc du coût de la virilité, que ce soit par exemple les guerres, puisque encore trop souvent les politiques internationales reposent sur des valeurs, d'asservissement, de domination, et on sait qu'aujourd'hui le terrorisme et les guerres coûtent 14 000 milliards de dollars par an tout autour du monde. Donc, ce serait intéressant de travailler là-dessus. Le simple fait de s'en prémunir, même à un coût colossal, c'est dans tous les pays le budget de l'armée en tête de tous les autres. Tout à fait, tout à fait. Et la deuxième chose, c'est par exemple la question de l'écologie, puisqu'il y a des études qui montrent que des comportements virils ont un lien avec des comportements non écologiques. Par exemple, il n'est pas viril de conduire une petite voiture électrique, il n'est pas viril de manger moins de viande, d'utiliser un sac en tissu réutilisable. Et effectivement, on voit que si on interrogeait tous ces sujets à l'aune du coût de la virilité, les conséquences positives, mais tout autour du monde, pourraient être très très importantes. Oui, là on touche à la logique de prédation dont on accable souvent l'humanité dans son ensemble, mais du coup pour vous c'est en priorité
les hommes plutôt que l'humanité qui sont responsables de ça? Alors, on est tous responsables parce qu'on véhicule tous ces schémas, hommes comme femmes, parents, professeurs, entourage, toute la société est responsable. Mais effectivement, ce sont des schémas qu'on valorise davantage auprès des garçons et auprès des hommes, et on le voit bien dans les chiffres aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, notamment dans notre démarche, c'est que cette approche est quantifiée, et le fait de la rapprocher de ces coûts est particulièrement évocateur. Je vais laisser peut-être le soin à des internautes de compléter ces questions. Il y en a certainement. Alors, bonjour, je suis maman d'un garçon de 8 ans, j'ai ma responsabilité dans son éducation, il est très branché, armes, boucliers, etc. Je vous laisse poursuivre parce que moi j'ai une caméra qui me cache. Oui, j'ai déjà proposé figurines et poupées depuis ces 2 ans, sans succès. Comment faire? Alors, je pense qu'il est important que les parents prennent conscience que même s'ils ont l'impression d'éduquer leur garçon comme leur fille, par des mécanismes qui sont souvent inconscients, on ne projette pas la même chose sur les garçons et sur les filles, et même avant leur naissance. On s'imagine tout un univers qui n'a rien à voir. Et c'est vrai que pour déconstruire cela, il faudrait se dire, j'ai un petit garçon devant moi, je dois imaginer que c'est une petite fille. À partir de là, quelles valeurs je lui transmets, voilà, quelles activités je lui propose, quel exemple je lui montre, etc. etc. Après, c'est vrai que là, sur cette question, les parents ne sont pas tout seuls. Et on l'a bien dit, il y a la culture, il y a l'école, il y a la société qui renvoie aussi ces images. Donc finalement, le travail, il doit venir des parents, mais il doit se faire à toutes les strates de la société. Alors, il faut rester optimiste, c'est un gros travail, mais... Gros, je ne sais pas si c'est suffisant comme adjectif, parce que finalement, ce que vous décrivez là, c'est ce dont on parlait ce matin avec Sybille Yolac et Céline Bessières, par exemple, sur les stratégies familiales de reproduction. Les projections qu'on fait sur les garçons, elles commencent très tôt et elles datent d'il y a très longtemps, puisque on n'a pas utilisé le mot avec elle ce matin, mais parler de la loi Salic, qui fait que, encore maintenant, même si cette loi n'existe plus, on mise toujours plus sur les garçons que sur les filles. Donc ces projections, elles sont ancestrales pour le coup. Oui, mais c'est pas parce qu'elles sont ancestrales qu'on ne peut pas les déconstruire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'études sur le sujet. On connaît les mécanismes, on sait comment tout cela fonctionne. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience et après une espèce de reprogrammation, mais comme on peut en avoir sur beaucoup d'autres sujets. On parlait de l'écologie. Avant, on n'avait pas de réflexe à ce sujet-là et aujourd'hui, on en acquiert de plus en plus. Donc il faut rester optimiste et c'est possible d'avancer dans le bon sens. Non, mais cette logique de reprogrammation du logiciel que vous évoquez, c'est une des raisons moi, qui me passionne dans ce sujet sur les qualités femmes-hommes, puisqu'il y a justement le potentiel de transformation colossale qui existe, qu'on a sous les mains et que peut-être on n'utilise pas assez. Après, ce n'est pas forcément si simple. Une deuxième question. Alors du coup, c'est pour vous aussi, parce que la caméra me cache la vue. Alors depuis quand travaillez-vous sur ce sujet? A-t-on suffisamment de recul pour voir si ce coût évolue à la baisse ou à la hausse? Travaillez-vous simplement sur un constat ou sur la recherche des causes de cette virilité? Après, je n'arrive pas à lire. Est-ce qu'on peut pousser la caméra automatique ou pas? Non. Non, mais on ne peut pas. Donc, est-ce que vous arrivez à avoir suffisamment d'éléments? Oui, je vais répondre aux premières questions. Oui. Alors, je travaille, donc effectivement, c'est un sujet qui a mis plusieurs années à émerger en moi, puisque ça fait longtemps que je m'intéresse aux différences entre les hommes et les femmes dans la société. Voilà. Et ce travail m'a pris à peu près, je dirais, 1 année et demie. Le plus gros du travail et vraiment où là j'ai rencontré le plus de difficultés, ça a été de rassembler toutes ces données.
parce qu'il n'y a pas de document qui synthétiserait... Comme d'habitude. C'est ça, la responsabilité des hommes et des femmes dans la délinquance et la criminalité. Ce sont des chiffres qui sont éparpillés dans un grand nombre d'études statistiques dans différents ministères qui peuvent traiter de tout un tas d'autres sujets. Je me suis aussi appuyée du coup sur la littérature académique. Enfin, voilà, ça a été un gros travail en amont finalement. Et j'espère que voilà, les premières pierres, que cet essai sera une première pierre pour justement qu'il y ait plus d'études voilà, qui soient entreprises sur le sujet. Vous pointez encore une fois du doigt cette difficulté d'avoir des indicateurs genrés pour pouvoir compter. Et à partir du moment où on établit des statistiques, on est capable de mesurer leur évolution. Donc là, en tout cas, on a un point d'étiage qui permet de faire le constat que sur la question des comportements déviants ou à risque, il y a un très fort écart entre les femmes et les hommes. C'est tout le mérite de votre approche. On voit aussi l'intérêt de vos préconisations, d'élever des garçons comme les filles, et on mesure les chemins qui restent à parcourir. On va s'arrêter là, en tout cas, pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Lucile Pétavin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes étaient... se comporter comme des femmes. Je vous recommande cette lecture. Encore une fois, le sujet est passionnant. Et ce livre, comme tous les autres, vous les retrouvez dans notre sélection